Tant d'idées fausses sur ce que signifie être amérindien. Est-ce un vrai problème? Oui, cela n'existe pas, mais il y a une forme de fantasme. Un squelette vieux de 4,0 ans, découvert au cœur des plaines accidentées du nord de la Chine, vient de lever le voile sur l'un des plus anciens mystères des migrations humaines. Au départ, les archéologues s'attendaient à une étude de routine, mais les analyses ossements effectuées ont tout bouleversé. L'ADN révélait une signature génétique longtemps considérée comme propre aux ancêtres les plus anciens des Amérindiens. Une vie ancestrale séparée par des continents et des millénaires faisait soudain le lien entre deux mondes. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a des milliers d'années, et cette découverte pourrait enfin nous en révéler la nature. Rejoignez-nous pour percer ce mystère et découvrir ce que les preuves suggèrent réellement. Les mystérieux habitants de la grotte du Cerf Rouge ont passé la fin du 20e siècle à explorer certains des endroits les plus cachés de la planète, et l'une de leurs plus grandes surprises fut leur découverte dans l'extrême nord-ouest de la Chine. Ils creusèrent à la lisière du bassin du Tarim, un lieu d'apparence désertique, mais qui recelait des secrets sous son sable. Cette immense étendue de terre se situait au cœur du désert du Taklamakan, un endroit que l'on évitait jadis car il détruisait presque tout ce qui tentait de le traverser. Étrangement, ce désert mortel s'avéra être l'un des plus précieux conservatoires naturels du passé. Le sol était salé et l'air sec, ce qui permettait aux objets enfouis de se conserver pendant des milliers d'années. En creusant plus profondément, les chercheurs ont découvert une nécropole. À l'intérieur, ils ont exhumé des corps dont la forme, la peau, les vêtements et les cheveux étaient encore intacts. Il ne s'agissait pas de momies faites d'huile ou enveloppées dans des linceuls comme les célèbres momies égyptiennes. Ces corps étaient restés intacts simplement parce que le désert les avait figés dans le temps. Les résultats des analyses de datation ont stupéfié les scientifiques. Les restes gisaient là depuis près de 4,0 ans, attendant d'être découverts, mais ce n'était pas leur ancienneté qui attirait l'attention. Ce qui a véritablement captivé le monde, c'était l'apparence de ces corps anciens. Ils ne ressemblaient pas aux populations chinoises anciennes que les historiens s'attendaient à trouver à cet endroit. Ils présentaient en revanche des traits européens marqués. Certains avaient des cheveux blonds roux qui collaient encore à leur crâne. D'autres avaient un visage allongé, un nez fort, des yeux ronds et une barbe épaisse. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un groupe venu de loin. Une personne devint célèbre partout, une femme souvent surnommée la Belle de Lulon. Elle portait des vêtements en laine, des chapeaux de feutre souple et des bottes en cuir. Son style semblait inspiré des peuples anciens d'Europe du Nord, peut-être des anciennes cultures d'Écosse ou de Scandinavie. Les chercheurs commencèrent à élaborer des théories et à proposer de nouvelles idées pour tenter de reconstituer le puzzle. Certains pensaient que ces populations avaient emprunté d'anciennes routes commerciales bien avant que la route de la soie ne soit connue. D'autres avançaient l'hypothèse qu'elles appartenaient à une migration disparue. Quelques-uns les associaient même aux Tucariens, un groupe plus récent qui parlait des langues indo-européennes et vivait dans la même région, mais plusieurs siècles après. Longtemps. Les momies du Tarim sont restées au cœur d'un mystère que personne ne parvenait à élucider. De nouveaux indices sont finalement apparus lorsque les scientifiques ont réussi à analyser l'ADN de ces corps. Les résultats génétiques n'ont cependant pas permis d'éclaircir la situation. Les analyses ont révélé que les momies étaient issues d'un métissage entre d'anciens chasseurs sibériens et des agriculteurs de l'âge du bronze originaires des hauts plateaux d'Asie centrale. Elles n'étaient ni entièrement européennes, ni entièrement asiatiques. Elles formaient un groupe hybride qui avait bâti sa propre vie au cœur du désert et créé une culture qui fut ensuite enfouie sous les tempêtes de sable et oubliée pendant des millénaires.
Bien que ces corps aient bouleversé le monde, ils ne constituaient pas la découverte la plus importante. Le véritable tournant est venu d'un squelette plus ancien de Dix-0 ans, découvert loin du désert. Alors que le bassin du Tarim recelait des corps datant de 4-0 ans, des scientifiques ont mis au jour, dans le sud de la Chine, un crâne vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces momies du désert étaient inattendues, mais ce squelette ancien contenait un ADN qui semblait impossible. Pour parvenir à cette nouvelle découverte, les chercheurs ont suivi la piste sur des milliers de kilomètres vers le sud jusqu'à la province du Yunnan. Le Yunnan offrait un contraste saisissant avec le nord aride. Au lieu de dunes à perte de vue, le paysage s'élevait de forêts humides, de montagnes escarpées et de rivières sinueuses. Le climat y était chaud, humide et foisonnant de vie. En 1989, une équipe a exploré un site appelé la grotte du cerf rouge, ainsi nommé en raison du grand nombre d'ossements de cerfs rouges géants qui y étaient disséminés. De nombreux ossements portaient des marques de découpe et de cuisson, preuve que des populations anciennes s'étaient installées et nourries sur le site pendant des générations. En fouillant les couches de cendres de terre et de restes animaux, l'équipe a découvert des fragments de squelettes humains. La calotte crânienne s'est avérée la pièce maîtresse, et dès que les scientifiques l'ont manipulée, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Ce crâne qu'ils ont plus tard appelé Mengziren ou MZR ne correspondait pas aux caractéristiques des humains modernes de la région. Il paraissait plus ancien, presque un mélange de traits anciens et modernes. L'arcade sourcilière était proéminente et épaisse, le crâne semblait large et la mâchoire forte et profonde. Même l'ouverture nasale paraissait plus large que prévu. On aurait dit qu'elle appartenait à un humain ayant vécu bien avant les populations asiatiques connues des périodes ultérieures. Ce crâne a déclenché un débat qui a duré 3 décennies. Les chercheurs se sont divisés en plusieurs camps. Certains affirmaient que le crâne appartenait à un membre d'un petit groupe d'humains anciens qui auraient vécu cachés dans les forêts du Yunnan, longtemps après la disparition de leurs proches. D'autres avançaient l'hypothèse d'un crâne hybride issu d'un mélange entre Homo sapiens et un autre groupe humain archaïque. Nombreux furent ceux qui pointèrent du doigt les Denisoviens, dont on savait qu'ils avaient vécu quelque part en Asie. Le débat se poursuivit d'année en année, chaque nouvelle étude soulevant de nouvelles questions. Mais le plus grand mystère demeurait quant à lui un point précis: l'âge véritable du crâne. Une découverte majeure en matière d'ADN qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Lorsque les scientifiques sont parvenus à dater avec certitude ce crâne mystérieux par le radiocarbone, le choc fut total. Cette découverte a bouleversé la recherche scientifique. L'âge du squelette ne correspondait pas à celui des humains ayant vécu il y a des dizaines de milliers d'années. Les résultats ont montré que les ossements appartenaient à un individu ayant vécu il y a environ 14,0 ans. Cela situait cette femme à la toute fin de la dernière grande période glaciaire, une époque où l'on pensait que l'homme moderne était le seul peuple survivant sur Terre. À cette époque, notre espèce avait déjà colonisé l'Europe, s'était répandue jusqu'en Australie et avait également atteint le continent américain. Pourtant, dans une grotte cachée de Chine, vivait une personne qui semblait appartenir à un monde bien plus ancien. Cette simple datation a ouvert la voie à une idée incroyable. Elle suggérait qu'un autre type d'humain, ou peut-être un humain aux caractéristiques plus anciennes, aurait pu vivre aux côtés de nos ancêtres directs bien plus tard qu'on ne le pensait. Pendant près de 30 ans, les chercheurs se sont penchés sur cette énigme et ont tenté de comprendre ce que Mengziren représentait réellement. Certains ont avancé l'hypothèse qu'elle puisse appartenir à une nouvelle espèce humaine. D'autres pensaient qu'elle pouvait être un hybride mi-moderne, mi-ancien, issu de la fusion de 2 groupes humains différents. Personne n'a pu apporter de preuves suffisantes pour trancher la question, et le crâne est resté dans les collections d'un musée, tel un point d'interrogation persistant.
Tout a basculé en 2018 avec l'arrivée des nouvelles technologies. Une équipe de scientifiques chinois a entrepris d'extraire de l'ADN du crâne malgré un climat local défavorable. L'ADN se dégrade rapidement avec le temps et se conserve mieux dans les environnements froids et secs. C'est pourquoi des restes anciens découverts en Sibérie ont permis d'extraire de l'ADN clair d'ossements vieux de plus de 40 ans, aidant ainsi les chercheurs à mettre au jour des groupes comme les Denisoviens. Mais le climat chaud et humide du Yunnan a agi comme une machine à décomposer l'ADN en minuscules fragments inutilisables. De nombreux experts pensaient qu'il était inutile d'essayer, mais l'équipe n'a pas abandonné. Ils ont foré dans la partie pétreuse du crâne un os très dense, enfoui profondément dans l'oreille interne. Cette os agissait comme un coffre-fort naturel, préservant des traces d'ADN longtemps après que le reste du squelette ait perdu son matériel génétique. L'équipe a travaillé dans des salles stériles, a utilisé des méthodes de traitement à froid et a trié d'énormes quantités d'échantillons contaminés par la terre et des microbes. Après un long et minutieux processus, ils ont finalement extrait une infime quantité de code génétique, représentant moins de 1% du génome complet. Cette quantité infime a suffi à percer le mystère. En 2022, l'équipe a publié ses résultats et toutes les connaissances acquises sur ce crâne ont été bouleversées. L'analyse ADN a révélé que Meng Ziren n'appartenait pas à une nouvelle espèce et qu'elle n'était pas issue d'un métissage entre des humains modernes et un groupe archaïque inconnu. Elle était une Homo sapiens à part entière. Elle a vécu comme n'importe quel autre être humain moderne de son époque et est probablement décédée entre 20 et 30 ans. Les traits du visage appartenaient à une population ayant évolué différemment des groupes asiatiques ultérieurs, ce qui indique que les anciens humains modernes présentaient une diversité physique bien plus grande que les groupes actuels. Mais si cela a permis de résoudre une question, l'ADN a soulevé un mystère encore plus grand. Les chercheurs ont étudié son ADN mitochondrial, le matériel génétique transmis uniquement de la mère à l'enfant. Sa lignée appartenait à une branche appelée R9C, une lignée disparue dans le monde moderne. Plus personne en Asie continentale ne perpétuait cette lignée. Elle constituait le vestige d'un très ancien groupe humain ayant vécu dans le sud de la Chine pendant des dizaines de milliers d'années avant de s'éteindre. Ce constat était déjà stupéfiant, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'équipe s'est ensuite penchée sur son ADN nucléaire principal, ensemble d'informations génétiques héritées des deux parents. Elle l'a comparé à l'ADN de populations du monde entier, aussi bien des échantillons anciens que des groupes modernes. Après avoir étudié de nombreuses connexions génétiques, ils ont découvert un élément caché au cœur du code génétique. Meng Ziren partageait un lien génétique clair et direct avec les ancêtres des peuples amérindiens. Son ADN présentait une forte ressemblance avec celui de groupes aujourd'hui connus sous le nom de paléo-sibériens, des populations ayant vécu très au nord et qui ont ensuite migré sur les terres émergées entre l'Asie et l'Amérique du Nord à la fin de la dernière période glaciaire. Ces voyageurs finirent par diffuser leur sang à travers l'Alaska jusqu'aux deux continents américains. Les groupes amérindiens modernes présents des plaines du nord de l'Amérique du Nord jusqu'aux communautés vivantes au cœur de l'Amazonie partagent une part importante d'ADN provenant de cette même source. Les chercheurs ont constaté que cette proportion représente généralement entre 9 et 15% de leur patrimoine génétique total. Et là, dans cette grotte du Yunnan, se tenait une femme appartenant à cette même population ancestrale menant sa vie et chassant le cerf rouge bien avant le début de l'histoire écrite. Cette découverte a soulevé une question chez les chercheurs, les obligeant à repenser les migrations humaines dans le monde ancien, et notamment le lien entre la Chine et les premiers Américains. Meng Ziren vivait dans le sud de la Chine, loin des régions où les ancêtres des Amérindiens ont finalement migré.
La distance entre ces deux points s'étendait sur plus de 11 kilomètres, à travers des paysages qu'il semblerait aujourd'hui impossible de parcourir en une seule vie. Le plus surprenant était que son ADN la plaçait dans le même groupe ancestral qui a ensuite atteint l'autre bout des Amériques. Cela faisait de son crâne une pièce maîtresse d'un mystère qui soulevait d'importantes questions dans le récit que nous connaissions des origines de l'humanité. Les scientifiques devaient trouver une explication. Ils ont donc commencé à remonter plus loin dans le temps, vers un monde façonné par la glace plutôt que par les océans. Il y a environ 14 ans, la Terre avait une forme complètement différente. D'immenses calottes glaciaires recouvraient de vastes régions de l'hémisphère nord, s'étendant jusqu'au Canada et à certaines parties du nord des États-Unis. Le niveau de la mer était autrefois plus bas de plusieurs centaines de mètres. De vastes étendues de terre, aujourd'hui englouties par l'océan Pacifique, émergeaient jadis des flots. L'une de ces régions émergées était l'ancienne Béringie, un pont de terre reliant la Sibérie à l'Alaska. On a longtemps cru qu'un seul groupe de chasseurs avait traversé cette région à la fin de la dernière période glaciaire et s'était dispersé jusqu'aux Amériques. Ce récit simpliste s'est révélé bien plus complexe et ancien, comme l'ont démontré de nouvelles découvertes. Ces recherches ont montré que la Béringie n'était pas un simple passage, mais un immense sous-continent de prairies riches en faune et suffisamment vaste pour accueillir d'importants groupes humains. Il y a environ 25 ans, des populations venues de Sibérie et d'Asie orientale commencèrent à coloniser ces terres. Ces voyageurs atteignirent la région lorsque le niveau de la mer baissa suffisamment pour relier les deux parties du globe boréal, mais une fois arrivés, l'expansion des calottes glaciaires les piégea. Les glaciers leur bloquèrent le passage vers l'Asie depuis l'ouest, tandis que d'immenses murs de glace au Canada leur barrèrent l'accès aux Amériques depuis l'est. Cela signifiait qu'ils pouvaient s'installer en Béringie, mais pas la quitter. Ils y restèrent donc pendant environ 10 ans, une période bien plus longue que toute l'histoire humaine écrite. Durant ces longs siècles, ils vécurent isolés, chassant les animaux de la région et formant une nouvelle population métissée. Isolés, leur ADN a évolué et dérivé, créant un nouveau mélange de lignées issues de groupes plus anciens d'Asie de l'Est, du Nord et du Sud. Cette signature génétique unique a ensuite conquis les Amériques lorsque la fonte des glaces a ouvert de nouveaux passages. Ce groupe composite représente la véritable source ancestrale des populations amérindiennes, issues d'un mélange de chasseurs d'Asie de l'Est du Nord et de groupes d'Asie de l'Est du Sud, dont certains ressemblaient à la population à laquelle appartenait Mengzi Ren. En reconstituant cette histoire, les scientifiques ont commencé à comprendre comment Mengzi Ren s'inscrivait dans un schéma bien plus vaste. Grâce à ce lien, ils ont pu suivre un fil conducteur clair à travers le temps et l'espace. Ils ont ainsi pu retracer son histoire depuis les forêts chaudes du sud de la Chine jusqu'aux paysages glacés de Sibérie, puis à travers le vaste monde béringien pour finalement la mener au cœur des forêts. Le déplacement de ses lointains parents a créé un pont ancestral reliant sa population aux premiers peuples à s'établir sur le continent américain. Grâce à la piste ADN traversant le Pacifique, Mengzi Ren a offert un dernier aperçu d'un groupe disparu, une population qui avait presque disparu d'Asie. Et ce qui rendait cette découverte encore plus frappante, c'est qu'elle n'était pas le seul indice. Une autre découverte majeure faite dans une région complètement différente de Chine a corroboré cette histoire ancienne. Cette seconde découverte venue du Nord concerne un squelette très ancien mis au jour en 2003 dans la grotte de Tianyuan, près de Pékin. Bien que située à des milliers de kilomètres du Yunnan, cette grotte a révélé des liens surprenants entre les deux découvertes lors d'une étude plus approfondie. Le plus surprenant concernant le squelette de Tianyuan était son âge. Il ne datait pas de la fin de l'ère glaciaire comme celui de Mengzi Ren.
Il était bien plus ancien, environ 40 ans, ce qui repoussait son histoire presque 3 fois plus loin dans le passé. Cet individu a vécu à une époque où les Néandertaliens peuplaient encore la Terre et où des animaux géants de l'ère glaciaire parcouraient le pays. Grâce à de nouvelles méthodes scientifiques, des chercheurs ont extrait l'ADN de ces ossements et sont parvenus à reconstituer le génome complet de cet homme préhistorique. L'analyse de son génome a révélé le même schéma génétique que celui de Mengzi Ren. L'homme de Tianyuan s'est révélé être un homme moderne primitif, ayant contribué à la fois aux populations d'Asie orientale ultérieures et aux ancêtres des Amérindiens. De ce fait, l'homme de Tianyuan et Mengzi Ren forment un lien important, démontrant que la population ancienne qui a contribué à la formation des premiers Américains était déjà répandue en Chine bien avant la fin de la dernière période glaciaire. Cela signifie que l'ascendance commune entre la Chine et les Amériques n'est ni récente ni un phénomène étrange. Mengzi Ren représentait une branche plus tardive de cette lignée ancienne, tandis que Tianyuan Man montrait à quel point sa diffusion avait commencé tôt. Cependant, certains chercheurs se demandaient si ces découvertes ne laissaient pas encore une partie de l'histoire inexpliquée. Le modèle principal, connu sous le nom de théorie de la stagnation béringienne, semble plausible car il concorde avec les données génétiques. Pourtant, quelques scientifiques et de nombreux observateurs extérieurs estimaient qu'elle ne répondait pas à toutes les questions. Ils soulignaient que si la route de Bering était praticable, elle était lente et extrêmement froide et ne représentait peut-être qu'une partie d'un tableau plus vaste. Ils se demandaient si une autre voie de traversée du Pacifique n'avait pas existé bien avant le début de l'histoire moderne. Ils se demandaient si les premiers humains avaient pu traverser d'immenses étendues océaniques grâce à des méthodes encore inconnues. Cette idée a donné naissance à une histoire bien plus spectaculaire. De nombreux scientifiques ont adopté la théorie de la population fantôme de Beringie comme explication standard, et elle figurait dans presque tous les manuels scolaires. L'ensemble paraissait net et harmonieux, chaque élément s'emboîtant parfaitement dans le suivant, comme les pièces d'un puzzle. Pourtant, pour beaucoup, il manquait quelque chose. Ils estimaient qu'une histoire aussi ancienne et complexe méritait davantage de rebondissements. Ils contemplèrent l'océan Pacifique, cet immense espace, recouvrant une plus grande partie de la Terre que tous les continents réunis, et se demandèrent si l'humanité ne le considérait pas vraiment comme un simple mur gigantesque. Le Pacifique s'étendait sur plus de 16,0 km de large et pendant la majeure partie de l'histoire écrite, on l'a décrit comme une étendue de seaux infinis séparant les mondes. Mais si cette vision était erronée, et si les premiers humains le percevaient non comme un obstacle, mais comme un passage à franchir, cette question a donné naissance à des idées audacieuses. Le plus surprenant, c'est que certaines de ces idées étaient étayées par des indices difficiles à ignorer. De nombreux chercheurs pointaient du doigt les Polynésiens reconnus comme l'un des plus grands navigateurs que le monde ait jamais connu. Ces hommes ont traversé d'immenses étendues océaniques en observant les étoiles, en sentant les vagues et en prêtant attention aux oiseaux qui planaient au-dessus d'eux. Ils ont parcouru un gigantesque triangle océanique atteignant des lieux comme Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande, bien avant que les Européens n'en connaissent l'existence. Leurs exploits figurent parmi les voyages les plus impressionnants jamais accomplis par l'humanité. Puis survint le tournant. Des preuves solides attestaient que les Polynésiens avaient atteint l'Amérique du Sud au moins une fois. Une simple plante en était la preuve. La patate douce était cultivée pour la première fois dans les Andes de l'autre côté de l'océan. Pourtant, lorsque les explorateurs européens atteignirent le Pacifique lointain des siècles plus tard, ils découvrirent des patates douces déjà cultivées sur des îles polynésiennes isolées.
Des chercheurs ont prélevé d'anciens échantillons de patates douces et étudié leur ADN. Et les résultats étaient sans équivoque. Les Polynésiens avaient navigué jusqu'en Amérique du Sud, rapporté la plante, puis retraversé l'océan avant l'an 1200. Cela signifiait que les voyages transpacifiques au long cours étaient bel et bien une réalité. Une fois ce fait admis, beaucoup se sont demandé si des groupes côtiers beaucoup plus anciens auraient pu tenter une expérience similaire. Cette question a été liée à une expérience menée en 1947 par Thor Heyerdahl, qui pensait que des groupes primitifs d'Amérique du Sud auraient pu atteindre la Polynésie. Pour démontrer que cela était possible, il a réuni une petite équipe, construit un radeau rudimentaire selon des méthodes traditionnelles et prit la mer au large des côtes du Pérou. Il laissa les courants emporter le radeau, avançant jour après jour sous le soleil et les étoiles. Après plus de 3 mois en mer, le radeau atteignit un atoll polynésien. Son hypothèse sur les origines des Polynésiens s'avéra erronée, mais le voyage prouva autre chose. Cela montrait que même avec des outils très rudimentaires, les premiers peuples pouvaient dériver ou naviguer à travers le Pacifique s'ils comprenaient l'océan. Cette possibilité a conduit à des recherches sur les découvertes faites en Chine. On a notamment évoqué le lien génétique ancien de Mingzi Ren, qui vécut il y a 14,0 ans. Il y avait aussi le cas de Tian Yuan, un individu beaucoup plus ancien qui vécut il y a 40,0 ans. Tous deux appartenaient à des populations côtières. Que faisaient généralement les populations côtières? Elles construisaient des embarcations rudimentaires, jetaient des filets, pagayant le long des côtes et s'aventuraient en nouveaux territoires à la recherche de nourriture. S'ils ont migré le long des côtes pendant des générations, quelle distance ont-ils pu parcourir? Certains groupes auraient-ils pu s'aventurer en haute mer et être emportés par les courants vers des terres inconnues? Ces questions ont donné lieu à des théories plus controversées. Un exemple célèbre est celui de la théorie publiée par Gavin Menzies. Il soutenait que la grande flotte navale chinoise, commandée par l'amiral Zheng He au début du 15e siècle, avait fait bien plus qu'explorer l'Asie et l'Afrique. Il affirmait que la flotte avait traversé le Pacifique, longé les côtes des Amériques et même contourné la pointe sud du continent. La plupart des historiens rejetèrent catégoriquement cette affirmation, arguant que les cartes et les archives ne correspondaient pas aux faits. Néanmoins, cette idée incita à réfléchir aux exploits que de grandes flottes pouvaient accomplir en s'aventurant en eaux inconnues. Et si cela était possible au 15e siècle, certains se demandaient si des groupes plus petits et moins préparés auraient pu y parvenir des milliers d'années plus tôt par accident ou par nécessité. L'énigme de l'haplogroupe X. Tous ces débats convergent vers une énigme génétique majeure, l'haplogroupe X. Il appartenait à une petite partie de la population amérindienne, environ 3%. Il se transmettait par la lignée maternelle, tout comme le groupe R9C de Mingzi Ren. Le problème était que les autres principaux haplogroupes amérindiens correspondaient très clairement à des origines est-asiatiques. Ils s'intégraient à l'histoire de la Béringie. L'haplogroupe X, lui, ne correspondait pas. Ses plus proches parents se trouvaient au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Europe. On le retrouvait en groupe autour de la Méditerranée et dans des poches isolées sans lien direct avec l'Asie orientale. Cela soulevait une question fondamentale. Comment une lignée originaire de cette région a-t-elle pu apparaître dans les communautés amérindiennes, notamment celle des Grands Lacs, il y a des milliers d'années? La voie béringienne habituelle n'expliquait rien. Les chercheurs ont tenté de retracer des itinéraires antérieurs, mais aucun ne correspondait parfaitement au schéma. Le mystère demeurait entier, laissant place à de nouvelles hypothèses et à des voyages inconnus qui auraient pu avoir lieu bien avant le début de l'histoire écrite. Certains chercheurs ont relevé l'étrange configuration de l'haplogroupe X et ont tenté de l'expliquer.
Cette lignée inhabituelle a inspiré des hypothèses audacieuses, notamment celle selon laquelle d'anciens groupes venus d'Europe auraient traversé l'Atlantique en longeant la banquise. Les partisans de cette théorie pensaient que ces groupes utilisaient de simples embarcations en peau et suivaient la banquise jusqu'à atteindre l'Amérique du Nord. La plupart des scientifiques ont écarté cette hypothèse, arguant que le voyage aurait été trop dangereux et trop rigoureux. Selon l'opinion dominante, l'haplogroupe X provenait toujours d'Asie, d'une population sibérienne cachée qui se serait mêlée à des groupes venus de l'Est et de l'Ouest. Ces groupes auraient subi un déclin démographique selon le modèle standard, traverser la Béringie et migrer vers les Amériques. Cependant, faute de squelettes découverts pour confirmer cette hypothèse, l'explication reposait sur de nombreuses conjectures qui nécessitaient des preuves supplémentaires. Des personnes appréciant les idées non conventionnelles se sont penchées sur cette lacune et ont soutenu que la version officielle laissait trop de questions en suspens. Elles ont examiné le lien inattendu de l'haplogroupe X, l'ont comparé à l'ascendance chinoise du Sud révélée par Mingzi Ren et ont affirmé que le seul pont terrestre ne pouvait pas tout expliquer. Elles ont défendu l'idée que l'océan lui-même jouait un rôle plus important que ce qui était admis jusqu'alors. Cela les mena vers l'idée la plus extrême de toute une théorie marginale connue sous le nom de concept de mu. Selon cette idée, il existait autrefois un immense continent au milieu du Pacifique. On le décrivait comme chaud fertile et abritant une civilisation ancienne et avancée. Les partisans de la théorie mu croyaient que ce monde disparu s'était effondré lors d'une catastrophe soudaine, laissant des survivants se disperser dans toutes les directions. Certains auraient atteint l'Amérique du Sud, tandis que d'autres se seraient installés en Asie, emportant avec eux leurs traditions. Les adeptes de cette théorie utilisaient ce récit pour tisser des liens entre des populations éloignées. Ils affirmaient que les groupes en Chine et en Amérique du Sud ne partageaient pas d'ancêtres communs, en raison de grands déplacements, mais parce qu'ils provenaient tous deux d'une même patrie disparue. Ils défendaient cette idée chaque fois que l'on évoquait les étranges schémas génétiques, prétendant qu'elles reliaient tout à une origine unique. Or, les géologues ont examiné les fonds océaniques et démontré qu'un tel continent n'avait jamais existé, privant ainsi la théorie du mu de toute preuve matérielle. Malgré tout, la question continua de susciter l'intérêt, car on a souvent tendance à rechercher des histoires cachées sous la surface de l'histoire. Lorsque les chercheurs mirent au jour de nouvelles populations fantômes en Sibérie et des liens génétiques inattendus en Asie, l'imagination s'orienta naturellement vers des hypothèses spectaculaires. Chaque nouvelle découverte amenait les gens à se demander si les premiers humains avaient vécu des événements qui n'avaient jamais été consignés par écrit. À mesure que les chercheurs examinaient ces arguments, l'attention s'est portée sur les différents repères chronologiques qui encadraient toute cette histoire. Il y avait d'abord eu la mention d'un squelette vieux de 4-0 ans qui s'est avéré être le fruit d'un malentendu concernant les momies du Tarim dans l'ouest de la Chine. Ces restes étaient authentiques et remarquables, mais ils étaient liés à des populations d'Europe et d'Asie centrale et non aux premiers Américains. Ils racontaient une autre histoire appartenant à un autre chapitre de l'histoire des migrations humaines. Au cœur de ce récit, demeurait la découverte importante de Mingzi Ren. Son apparence singulière s'expliquait par une population présentant une grande diversité génétique qui finit par disparaître avec l'arrivée de nouvelles populations dans la région. L'écart provenait de son lien génétique avec les populations amérindiennes. Cependant, lorsque les chercheurs ont remonté le temps comparé son ADN à celui de l'homme de Tianyuan, vieux de 40-0 ans, et retracer les migrations de ces premiers groupes côtiers à travers l'Asie, le tableau s'est peu à peu éclairci. L'histoire suggère un long séjour en Béringie, où des populations mixtes originaires du nord de la Sibérie et de la côte méridionale se sont mélangées pour former une nouvelle population. Cette population est restée isolée pendant des milliers d'années,
la glace bloquant sa migration vers le sud. Durant ce long isolement, elle a développé une identité génétique unique. Bien plus tard, lorsque le climat s'est réchauffé et que les calottes glaciaires ont reculé, ses descendants ont colonisé les Amériques et peuplé un hémisphère entier. Pensez-vous que les premiers humains auraient pu utiliser une méthode encore inconnue pour traverser l'océan Pacifique? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos disponibles.